Je vais déjà commencer. En fait, la façon que je voulais le faire, c'est en fait de parler tout d'abord un peu de notre analyse de la situation macroéconomique pour ensuite effectivement enchaîner sur le fond. Disons pour le volet macroéconomique, on peut toujours dire il y a les deux volets. Il y a tout d'abord la croissance, il y a d'autre part l'inflation. Et pour les deux, à l'heure actuelle, donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'avis très divergents, aussi bien pour donc, ce volet croissance que pour le volet inflation. Donc pour le volet croissance, pour commencer avec celui-là, en fait, notre idée, c'était de dire, bon, tout d'abord, bien sûr, le rebond de l'activité économique qu'on a constaté depuis la pandémie euh, a été assez spectaculaire, donc, et a dépassé les attentes. Donc, au début, beaucoup d'analystes pensaient que ça prendrait quand même plus de temps pour revenir, disons, au niveau au niveau qu'on avait atteint au niveau du produit intérieur brut mondial avant la pandémie. Et finalement, ça semble aller assez vite. Pourquoi? Bon, les raisons sont connues. Donc, il y a eu énormément de mesures de stimulation qui ont été mises en place par les autorités. On compare souvent ce qui a été mis en place cette fois-ci, donc dans cette pandémie, avec ce qui avait été mis en place lors de cette crise financière d'environ 12 ou 13 ans. Et en fait, c'est sans proportion. Donc, l'Allemagne, par exemple, les mesures mises en place l'année dernière, c'était presque un tiers du produit intérieur brut, alors que lors de la crise financière, c'était de l'ordre d'environ 3 ou 4% du produit intérieur brut. Donc, de ce point de vue, bien sûr, une grande différence là-dessus. Donc, ça, c'est le slide, si je vois qu'entre-temps on a la présentation, c'est le slide directement après, donc le slide 2. Voilà, donc ça, c'est, on le voit donc effectivement. Non, prochain slide. Voilà, donc on voit que effectivement ce stimulus mis en place, donc là vous l'avez pour les différents pays, vous avez la comparaison en bleu, c'est ce qui a été mis en place l'année dernière et cette année-ci, et en beige, ce qui avait été mis en place lors de la crise financière. Et donc encore une fois, on voit que c'est des mesures qui sont finalement sans précédent dans l'histoire et qui effectivement, en termes de produit intérieur brut, étaient énormes. Le graphique après, en fait, quelque chose qui est tout à fait inhabituel et à nouveau sans précédent dans une récession, c'est-à-dire que dans une récession, normalement, le revenu disponible des ménages baisse euh, parce qu'effectivement, il y a des gens qui perdent leur emploi, respectivement, il y a des gens qui travaillent moins. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Ici, vous avez les chiffres pour les États-Unis et vous voyez en fait le bleu, le rouge, c'est ce qui aurait dû se passer normalement si on regardait simplement les offres prestées, et le bleu, c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, le revenu disponible dans cette récession a même augmenté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu tous les transferts de l'État. Donc, dit différemment, donc les gens ne recevaient pas un chèque qui était souvent supérieur à ce qu'ils gagnaient de leur emploi. Et donc, de ce point de vue, le revenu disponible l'année dernière n'a pas baissé, et ça, c'est à nouveau sans précédent dans une récession. Le graphique après montre que tout ça, bien sûr, a eu un coût. Donc, clairement, le déficit budgétaire, à nouveau, on prend ici l'exemple américain, a explosé. Donc, on a un déficit budgétaire qui a dépassé les 12%. Donc, à nouveau, tout ça, c'est pratiquement sans précédent dans l'histoire. Donc, effectivement, cette forte augmentation des déficits budgétaires pour les États-Unis, mais ça vaut aussi pour la plupart des autres régions. Et en fait, cette augmentation, et c'est le graphique après, euh, s'inscrit dans une tendance qu'on semble maintenant observer. Donc le graphique semble un peu compliqué, mais en fait, simplement ce qu'il fait sur l'axe vertical, vous avez la politique monétaire, ici on parle de la zone euro, et sur l'axe horizontal, vous avez la politique budgétaire. L'idée étant de dire que lorsqu'on est dans le haut, c'est plutôt une politique monétaire restrictive, dans le bas, une politique monétaire expansive, et à droite une politique budgétaire restrictive, et à gauche une politique budgétaire euh, expansive. Et en fait, ce qu'on a pu observer donc, depuis la crise financière, et on le sait bien sûr, c'est que les politiques monétaires sont devenues de plus en plus expansives avec des taux d'intérêt zéro, voire même négatifs, alors que la politique budgétaire, au début, il y avait un peu la crise de la zone euro, donc 2010-2012, mais ensuite, à nouveau, depuis lors, elle était plutôt restrictive dans le sens, vous voyez cette barre-là, -3, c'est en fait les critères de Maastricht pour la zone euro, et donc, effectivement, ces critères, a priori, ne les dépassaient pas. Euh,
Et ce qu'on a constaté donc l'année dernière, et on dit souvent que chaque crise entraîne un changement de paradigme, et donc ce qu'on a constaté l'année dernière, c'est effectivement on s'est déplacé vers en bas à gauche, donc une politique monétaire expansive, mais aussi une politique budgétaire expansive. Et donc ça, c'est aujourd'hui un peu la tendance dans laquelle on semble aller. Il est trop tôt pour dire que c'est définitivement installé dans une telle combinaison, mais c'est quand même clairement la tendance dans laquelle on semble aller. Et c'est aussi quelque part ce que certains évoquent comme une raison pour devenir maintenant plus optimiste sur la croissance, cette idée de dire que maintenant, avec justement cette forte augmentation des dépenses publiques, ben, la croissance va structurellement augmenter. Nous, on a des doutes avec ça et donc on pense plutôt, et c'est à nouveau le graphique après, c'est on pense plutôt que cet environnement de croissance quand même structurellement faible risque de durer. Clairement, il y a une accélération de la croissance cette année-ci, peut-être qu'elle va durer encore un certain temps, mais notre idée, c'est quand même de dire que pour avoir une forte accélération structurelle de la croissance, ben, ça doit venir du secteur privé. Si c'était aussi simple que des États qui dépensent massivement, on le saurait entre-temps. Donc, le secteur privé, euh, même pour nous, la situation n'est pas telle qu'on puisse vraiment s'attendre à ce que dans les années à venir, la croissance devienne beaucoup plus forte que ce qu'on a connu ces dernières années. Et donc, on pense toujours, en d'autres mots, qu'il y a pas mal de freins structurels en ce qui concerne la croissance. Le premier frein structurel, c'est le graphique après, c'est la dette. Donc, on a un endettement historiquement élevé, qui a bien sûr encore une fois fortement augmenté l'année dernière, donc une dette à tous les niveaux. Donc ce n'est pas uniquement la dette publique, c'est aussi la dette du secteur privé. Clairement, l'année dernière, c'est surtout la dette du secteur public qui a encore une fois fortement augmenté. Et il y a malheureusement beaucoup d'études empiriques qui montrent qu'il y a une corrélation étroite entre endettement élevé et faible croissance. Donc ça, c'est premier élément donc, qui nous pousse à une certaine prudence. Deuxième élément, à nouveau, c'est assez fondamental, c'est que la croissance, c'est le nombre de gens qui travaillent et la productivité des gens qui travaillent, pas au niveau du nombre de gens qui travaillent, donc de la population active. C'est le graphique après. Souvent on dit la population active, c'est les 20 à 59 ans. On peut dire c'est un peu arbitraire, on pourrait augmenter ça, mais simplement l'idée est de dire que pour des raisons de démographie, bah, cette population va plutôt diminuer. Soit il y a d'un côté le vieillissement de la population, il y a d'autre côté la baisse du taux de natalité, et donc ce qui fait que la population active, donc le nombre de gens qui travaillent, risque de diminuer, et on le voit maintenant déjà aujourd'hui, souvent lorsqu'on parle de l'inflation, on parle d'une pénurie de main-d'œuvre, et donc effectivement, il semble y avoir déjà des premières indications de ça. Et le deuxième élément, je disais, donc c'est le nombre de gens qui travaillent et la productivité. Des gens qui travaillent, leur productivité, c'est plus difficile à mesurer, mais sur ce graphique-là, vous voyez que l'investissement ces dernières années a plutôt été faible. Or, il y a normalement une corrélation entre investissement du secteur privé et productivité. Donc, ces dernières années, on n'a pas vraiment énormément investi. Et d'ailleurs, c'était, si vous regardez le graphique, très bien pour les actionnaires. Donc, les bénéfices qui montaient, mais de l'autre côté, les entreprises qui investissaient relativement peu, ça laissait beaucoup d'argent pour être retourné aux actionnaires sous forme de rachat de titres ou de dividendes. Mais ce n'est pas nécessairement très bon au niveau des perspectives économiques à plus long terme. Donc ça, c'est un autre frein. Et finalement, un troisième frein, et à nouveau, c'est un peu pêle-mêle, plusieurs arguments, mais aujourd'hui, vous avez quand même encore une économie mondiale qui repose assez fortement sur les États-Unis. Vous avez une économie américaine qui repose très fortement sur le consommateur privé. Donc les dépenses de consommation qui représentent presque 70% du produit intérieur brut américain. Et vous, si vous regardez ce graphique, donc c'est un peu inquiétant, vous voyez qu'aujourd'hui, plus d'un tiers du revenu, ou un tiers plus ou moins du revenu disponible des ménages vient de transferts du gouvernement. Donc ce n'est plus de l'argent qu'on gagne dans son travail, c'est vraiment effectivement des aides de l'État. Donc les Américains nous reprochent souvent aux Européens d'être très socialistes, mais c'est aussi de plus en plus installé aux États-Unis, et donc ça rend bien sûr un peu les revenus des ménages, mais aussi toute cette idée d'une économie qui repose assez fortement sur la consommation privée, ben, ça rend ça, tout cet édifice un peu fragile. Vous voyez dans le graphique, après, vous voyez donc
vous avez d'un côté, graphique après, vous avez d'un côté les dépenses de consommation. Donc, je disais qu'aujourd'hui, en rouge, donc elles représentent presque 70% du produit intérieur brut. Vous avez de l'autre côté le revenu disponible, donc le véritable revenu disponible qui baisse. Donc, et encore une fois, cette fourchette, ça fait un moment qu'elle s'écarte ou qu'elle s'agrandit. Mais l'année dernière, vous le voyez à nouveau, encore une fois, le rouge a monté, le bleu a baissé. Donc, et c'est encore une fois pour une économie tellement dépendante sur la consommation, ce n'est pas tellement rassurant. Donc, tous ces éléments, et on pourrait en citer d'autres, mais je ne peux pas m'éterniser là-dessus, nous amènent plutôt à penser que cette accélération de la conjoncture qu'on observe à l'heure actuelle est cyclique, mais n'est certainement pas structurelle. Le graphique, après, montre déjà un peu, ces derniers temps, les chiffres économiques qui sont sortis ont plutôt été en dessous des attentes. Donc, ce fameux indice des surprises économiques, bah, ce qu'il fait simplement, c'est que tous les jours, il y a des indicateurs économiques qui sortent, et donc le graphique regarde simplement, ou l'indice regarde simplement si ces chiffres étaient au-dessus ou en dessous des attentes. Et donc, si c'est en dessous des attentes, c'est négatif, au-dessus, c'est positif. Et on voit clairement l'amélioration de la situation économique à partir d'avril l'année dernière. Mais on voit que ces derniers temps, les chiffres, c'est pour les 10 plus grands pays industrialisés, les derniers chiffres étaient plutôt décevants. Donc, à nouveau, bien sûr, il y a d'autres problèmes. Donc, il y a les problèmes structurels dont je parle, mais il y a à l'heure actuelle aussi pour l'économie peut-être quelques problèmes beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire les problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement. C'est clair que les consommateurs ne peuvent acheter que les produits qui sont là. Si il y a un manque, une pénurie de produits parce que justement il y a tous ces problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement, ça a clairement aussi un impact économique. Encore une fois, donc tout ça, c'est donc entre le côté cyclique, cette accélération de la conjoncture, mais côté structurel où on est beaucoup plus pessimiste sur les perspectives de l'économie. Et donc, le deuxième grand volet au niveau économique, c'est l'inflation. Et là, on peut dire que si tu viens de dire que tous les chiffres économiques, tous les chiffres sur la croissance étaient plutôt en dessous des attentes, tous les chiffres ces derniers temps sur l'inflation étaient plutôt au-dessus des attentes et donc semble un peu contredire cette idée des banques centrales que l'inflation n'est que temporaire. Donc ici, vous avez tout simplement le graphique sur l'inflation dans les pays de l'OCDE. On voit cette remontée de l'année dernière. On n'est certainement pas revenu à des niveaux de la fin des années 70, mais clairement quand même une inflation qu'on n'avait plus connue depuis un certain temps. Et donc effectivement aujourd'hui là-dessus la question c'est souvent est-ce que c'est récurrent, ouais, pardon, est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est plutôt temporaire. Le graphique après ou le tableau après montre simplement les principaux éléments qui déterminent normalement l'inflation. On peut dire qu'il y a clairement encore des éléments désinflationnistes, à commencer par la technologie, mais il faut dire aussi que d'autres facteurs qui étaient par le passé plutôt désinflationnistes semblent commencer à se retourner, la globalisation ou effectivement aujourd'hui avec justement les chaînes d'approvisionnement, avec les problèmes qu'on a connus l'année dernière, il semble y avoir maintenant une tendance à nouveau renationaliser certaines chaînes. Donc, il y a clairement aussi le problème de la main-d'œuvre. Donc, la Chine qui, à un moment donné, semblait offrir une main-d'œuvre abondante, c'est de moins en moins le cas. Il y a la hausse des prix des matières premières qui ont augmenté de près de 40% sur un an. Donc, il y a bien sûr la forte croissance des masses monétaires. Donc, ça, c'est plutôt des éléments inflationnistes. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est le graphique après, c'est que cette fois-ci, l'inflation est un peu spécifique. Donc ici, ça paraît un peu technique, mais ce que je voulais simplement dire, montrer par ces graphiques, c'est qu'à nouveau, on a une récession complètement atypique. Donc ici, en haut, vous avez les deux graphiques classiques, la courbe de la demande et la courbe d'offre. Vous avez l'axe vertical, c'est les prix, et l'axe horizontal, la quantité. Donc la courbe de demande qui va du haut en gauche jusqu'en bas à droite. Donc, lorsque les prix sont élevés, les gens achètent peu, donc peu de quantité. Lorsque les prix sont faibles, les gens achètent plus et donc plus de quantité. Et la courbe d'offre, bien sûr, c'est l'inverse. Et normalement, dans une récession, il y a la courbe de demande qui diminue parce qu'à nouveau, les gens ont moins d'argent, alors que la courbe d'offre, a priori, ne change pas tellement. Et donc, généralement, ça a un impact désinflationniste. Cette fois-ci, donc, c'est en bas, c'est en fait simplement ce qui a changé, c'est que l'offre a fortement baissé.
Et donc ça, c'est tout à fait à nouveau atypique dans une récession et c'est plutôt de là que vient aujourd'hui l'inflation. Une partie de l'inflation, c'est justement cette diminution de l'offre, ce qui rend aussi un peu la tâche des banques centrales plus délicate parce que ce n'est pas en resserrant leur politique monétaire qu'on peut régler le problème aujourd'hui au niveau du secteur énergétique ou de la pénurie de main-d'œuvre ou des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, de nouveau, c'est une récession, la récession qu'on a connue a été complètement atypique, mais je pense aujourd'hui, et ça c'est très important lorsqu'on analyse l'inflation, aujourd'hui, en tout cas, cette vague d'inflation qu'on connaît pour l'instant résulte plus d'un problème d'offre que d'un problème de demande. L'autre point à dire au niveau de l'inflation, et c'est ce graphique ici qui, quelque part qui le montre, c'est simplement de dire que on ne peut avoir une inflation durable que s'il y a une hausse des salaires. Euh, Parce qu'autrement, s'il y a une inflation, par exemple, si le prix de l'énergie, comme actuellement, augmente sans qu'il y ait une hausse des salaires euh, des gens, alors effectivement, les gens doivent payer plus pour remplir leur voiture ou pour chauffer leur maison, et donc ils auront moins d'argent pour dépenser sur d'autres choses, et donc ce prix de ces autres choses va baisser. Donc on aura alors plutôt une situation où les prix de certaines choses montent, les prix d'autres choses vont baisser, mais le niveau général des prix ne va pas tellement monter. Donc, et alors, ce sera plutôt un impact négatif sur la croissance. Donc, pour avoir une inflation durable, il faut effectivement qu'il y ait un peu cet effet domino que, que, que la hausse de la salaire euh, déclenche une hausse, pardon, que la hausse de l'inflation déclenche une hausse des salaires, etc. Un peu comme c'était le cas dans les années 70, lorsque les salaires étaient indexés. Mais aujourd'hui, c'est dans peu de cas, pays, c'est encore le cas. Donc, de ce point de vue, il faut voir, pour l'instant, il y a une certaine croissance des salaires. Ici, c'est pour les États-Unis. C'est à nouveau lié partiellement à la pénurie de main-d'œuvre. Normalement, la, la, la Banque centrale américaine a tendance à suivre, en ce sens qu'elle a tendance à resserrer sa politique lorsque la croissance des salaires est forte et elle a relâché lorsque la croissance des salaires baisse. Cette fois-ci, elle ne l'a pas encore fait. Et ça s'inscrit un peu dans sa volonté, elle a déclaré, de vouloir ou d'accepter que l'inflation s'installe pendant un certain temps avant de faire quoi que ce soit. C'est aussi sa volonté de voir encore une amélioration sur le marché de l'emploi et de voir en fait une certaine croissance des salaires. Aujourd'hui, les banques centrales, alors que par le passé, leur objectif c'était la stabilité des prix, aujourd'hui elles se sont investies de plein de missions et donc une des missions semble être aussi alors cette croissance des salaires, la réduction des inégalités sociales, tout ça. Et donc, ce qui fait que pour l'instant, la Fed n'a pas encore réagi et c'est bien sûr un point très important pour les marchés financiers, les banques centrales qui nous disent, pour l'instant en tout cas, qu'elles n'ont pas d'intention de resserrer leur politique avant fin de l'année prochaine ou plus tôt. Et donc, c'est aujourd'hui le consensus dans le marché. Mais on pourrait avoir une situation où, à un moment donné, la situation sur l'inflation leur force la main en ce sens qu'elles seront obligées de faire un choix entre combattre l'inflation avec toutes ces répercussions négatives sur le côté social ou alors stimuler la croissance et soutenir les marchés financiers. Donc aujourd'hui, elles ne sont pas encore vraiment mis devant cette dilemme, devant ce dilemme, mais ça pourrait arriver à un moment donné. Pour peut-être terminer sur la partie économique, donc qu'est-ce que dit le marché obligataire? Pourquoi parler du marché obligataire? Parce que lorsqu'on travaille depuis longtemps dans ce métier, on a appris normalement à respecter les signaux que donne le marché obligataire. Et donc, en d'autres mots, lorsque par le passé, souvent, il y avait des phases où les taux baissaient, on s'est dit pourquoi les taux baissent maintenant, l'économie a priori marche bien. Et après coup, on a constaté que finalement, le marché obligataire avait raison. Il y avait déjà un ralentissement de l'économie qui avait commencé. Donc souvent, le marché obligataire donnait des signaux très, très utiles. Ici, c'est que si vous regardez le taux à 10 ans américain, l'année dernière, clairement, au milieu de l'année, il a dit maintenant la situation devrait s'améliorer. Les taux ont assez fortement remonté, mais bizarrement en ce sens que avec une croissance forte et une inflation en hausse, les taux ont à nouveau cette année reculé à partir d'avril pour ensuite maintenant récemment à nouveau légèrement monter, mais finalement les taux restent à des niveaux relativement faibles. Surtout, et c'est le tableau après, si vous regardez la situation économique,
passer sur le tableau après. Merci. Donc, si vous avez à gauche la situation économique, une croissance au deuxième trimestre en termes réels de près de 7% aux États-Unis, un taux d'inflation maintenant en septembre à plus de 5%, une hausse des matières premières de plus de 40%. Donc, si vous regardez le côté gauche, difficile à le concilier avec le côté droit. Donc, des taux à 10 ans, un taux à 10 ans aujourd'hui à 1,6, plus ou moins la Réserve fédérale qui maintient son taux à zéro et qui continue même à acheter des emprunts et d'État. Donc, de ce point de vue, on se dit soit le côté gauche, un des deux ne peut pas vraiment être durable. Et donc, le marché obligataire, clairement, sans message, semble être de dire, ben, je ne pense pas que cette accélération de la croissance soit durable, je ne pense pas que la hausse de l'inflation soit durable, et on va plutôt à nouveau s'installer dans un environnement de croissance modérée et d'inflation faible. En tout cas, c'est que le message du marché obligataire semble être. Mais la question aujourd'hui, c'est plutôt de dire, est-ce qu'on peut encore croire aux signaux que donne le marché obligataire? Si vous regardez le graphique après, simplement, j'ai pris la courbe des taux aux États-Unis. Donc, à gauche, axe horizontal, à gauche, vous avez les échéances courtes, à droite, les échéances longues, et l'axe vertical, c'est le rendement. Et normalement, ce qu'on dit, c'est que la partie tout à fait à gauche, bien sûr, est contrôlée par les banques centrales. Si elles fixent leur taux directeur à 0 ou 1 ou à 2%, ben, ça détermine en fait les rendements sur la partie à gauche de la courbe, donc sur les courtes échéances. Mais la partie longue, traditionnellement, c'est le marché qui le détermine, c'est les investisseurs qui le déterminent, qui sont censés être rationnels. Et donc, ces investisseurs, lorsqu'ils pensent que l'inflation va fortement augmenter, ils vont vendre leurs emprunts. Et donc, ce faisant, ils vont faire baisser les cours de ces emprunts et faire monter les rendements. Donc, clairement, souvent, on disait le côté gauche, c'est les banques centrales. Le côté long, les banques centrales ne peuvent pas faire grand-chose. C'est le marché qui les détermine. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Si vous regardez le graphique après, c'est pour le Japon, vous avez aujourd'hui la Banque centrale japonaise qui détient 50% des emprunts d'État. Et bien sûr, si vous avez un tel acheteur qui achète en fait à n'importe quel prix, puisque justement le rendement lui est complètement égal, donc là, effectivement, bien sûr, on ne peut plus vraiment dire que le marché obligataire, les emprunts d'État fonctionnent encore de manière rationnelle et donc qu'on peut encore vraiment se fier aux signaux que donne ce marché. Et là, la Banque du Japon, c'est peut-être un extrême avec 50% des emprunts d'État, mais en Europe, dans la zone euro, la Banque centrale européenne, c'est 40%. Aux États-Unis, c'est un peu moins, mais la tendance est la même dans pratiquement tous les pays. Donc, pour conclure un peu sur le volet macroéconomique, ici, j'ai montré, bon, est-ce qu'on est dans un changement de régime? J'ai pris plusieurs blocs. Là, le contexte macroéconomique, il semble avoir un peu changé. Avant la pandémie, on avait une demande modérée et on avait une offre élastique. Donc, on s'est dit, dès qu'on a besoin de quelque chose, ben, l'offre sera là. Maintenant, on a toujours une demande modérée, même si à court terme, elle avait été un peu gonflée. Mais l'offre semble se montrer beaucoup moins élastique. Donc ça, c'est quand même un changement majeur. La politique fiscale, avant, on avait clairement une hausse de la dette publique déjà depuis des années, mais on avait encore des contraintes normatives sur les politiques fiscales, donc on avait une sorte de rigueur budgétaire. Aujourd'hui, entre-temps, l'endettement public est devenu très élevé et on semble se diriger vers un abandon progressif de toute discipline budgétaire. Sur les politiques monétaires, on avait avant déjà des banques centrales hyperactives depuis finalement la crise financière, voire même avant. Mais on avait une inflation faible qui permettait aux banques centrales de s'en tirer avec ces politiques hyperactives, puisque justement, les gens se disaient, OK, bon, les taux sont peut-être trop bas, mais comme il n'y a pas d'inflation, pourquoi pas, ça peut peut-être stimuler la croissance. Et donc, les banques centrales n'étaient pas finalement fortement critiquées pour ces politiques. Et donc, le risque sur les taux d'intérêt était essentiellement cyclique. De temps en temps, il montait un peu pour ensuite rebaisser à nouveau. Maintenant, on s'installe plus dans cette idée, donc, complicité politique monétaire budgétaire, donc des dépenses budgétaires financées par des politiques monétaires expansives, ce qui donne bien sûr aussi des doutes sur l'indépendance des banques centrales. Donc, le risque sur les taux d'intérêt semble devenir peut-être quand même progressivement plus structurel. Si vraiment il y a un climat inflationniste qui s'installe, on risque quand même d'avoir une remontée plus structurelle des taux d'intérêt et donc aussi avec des primes de risque plus élevées sur les obligations.
changement de régime assez important. Le graphique après, pardon, le tableau après continue avec les marchés boursiers. Donc, il faut bien noter que pendant de longues années, on avait un environnement finalement très favorable avec la déréglementation, la globalisation, la baisse de la fiscalité des entreprises. Ben, maintenant, ça semble changer. C'est à nouveau plutôt plus de réglementation. Il y a cette idée de onshoring à nouveau, donc ce qui va quand même par la force des choses augmenter les coûts de production. Et on semble aussi se diriger vers une hausse de la fiscalité, donc à nouveau clairement un environnement qui risque d'être moins favorable. Donc ça, c'est un peu les idées générales sur le volet économique. Donc, pour résumer, encore une fois, une croissance peut-être plus forte à l'heure actuelle, mais à notre avis, ce n'est pas d'accélération structurelle de la croissance. Et l'inflation, peut-être que la première vague d'inflation est derrière nous maintenant, mais clairement quand même un risque inflationniste plus important sur le moyen et long terme. Ce qui m'amène au fond, donc le BA Global Flexible. Donc, la première idée, simplement de dire qu'est-ce que le fonds essaie de faire, c'est de combiner donc des investissements risk-on et risk-off. Donc, risk-on lorsque l'appétit au risque des investisseurs est important, risk-off lorsque les investisseurs ont peur et donc l'appétit au risque diminue. L'idée ici du tableau, c'est simplement de montrer, j'ai pris en fait les principales crises ou baisse du marché américain sur les 30-35 dernières années. Donc, on voit au milieu, donc S&P 500 en moyenne une baisse de plus de 20%. Et donc, de l'autre côté, alors des actifs comme justement les emprunts d'État et l'or, qui bien sûr n'ont pas offert une assurance totale par rapport à cette baisse, mais ont quand même permis de limiter la chute lors de cette baisse. Et ça, c'est un peu l'idée du fonds, c'est-à-dire bien sûr sur le moyen et long terme, d'offrir un rendement correct, mais en même temps sur les périodes plus difficiles, d'essayer de limiter la baisse. Le tableau après, c'est simplement pour montrer que l'allocation d'actifs traditionnelle, c'est en fait, on dit toujours, il y a le risque, c'est la volatilité. Les actions, les cours des actions fluctuent beaucoup plus que les cours des obligations, donc sont plus volatiles. Et donc, typiquement, on dit la partie risquée, c'est les actions, et la partie non risquée, c'est les obligations, liquidités. Et donc, effectivement, souvent, on regarde le pourcentage investi en actions d'un fonds pour dire, tiens, c'est un fonds plus risqué ou un fonds peu risqué. À mon avis, ce genre d'allocation d'actifs a quand même de moins en moins de sens. Je pense, et c'est le tableau après, je pense aujourd'hui le risque n'est pas nécessairement la volatilité. Je pense au contraire qu'une volatilité plus importante, c'est une condition indispensable aujourd'hui pour accepter une volatilité plus importante. C'est une condition indispensable pour encore avoir du rendement. Je pense qu'aujourd'hui, le risque, c'est plutôt une perte durable du capital ou du moins du pouvoir d'achat. Et bien sûr, avec une inflation qui monte, c'est d'autant plus tangible. Sur les 10 dernières années, si vous, en tant qu'investisseur en euros, si vous avez détenu votre capital en placement monétaire, c'est clair, a priori, vous pouvez dormir tranquillement, mais vous avez perdu énormément en pouvoir d'achat. Alors que si vous étiez en action, il y avait des moments plus difficiles, mais de l'autre côté, au moins, l'appréciation de votre portefeuille vous a permis de compenser un peu l'augmentation du coût de la vie et des prix immobiliers. Donc ça, c'est un peu cette idée-là, et à mon avis, cette idée est importante parce que finalement, pour un investisseur, peut rester pour un investisseur, finalement, le but devrait être d'augmenter, de conserver au moins ou d'augmenter sur le moyen terme son pouvoir d'achat. Et alors, effectivement, la partie risque, etc., il faudrait peut-être ou l'allocation l'avoir différemment. C'est ce que aussi au niveau des fonds, j'essaie de faire. Donc, il y a clairement une partie plus risquée, mais ça peut concerner les actions, ça peut aussi concerner les obligations, clairement des obligations des pays émergents ou des obligations du secteur privé peuvent plutôt s'avérer risquées et montrer une volatilité qui ressemble plus à celle qu'on attribue traditionnellement aux actions. Il y a des devises qui sont plus risquées, comme les devises des matières premières. Et pour chaque classe d'actifs, à l'intérieur de cette classe d'actifs, il y a clairement aussi des choses qui sont beaucoup plus défensives.
Et donc l'idée, c'est de trouver, comme toute, à la rigueur, toute bonne équipe de football, un bon équilibre entre attaque et défense. Le deuxième élément à nouveau qui est extrêmement important pour le fonds, c'est qu'au niveau des actions, ça vaut pour tous les portefeuilles actions qu'on gère chez BALI et donc aussi pour la partie action du flexible, c'est on a une certaine philosophie à laquelle on croit, on a une certaine méthodologie qui va avec. Cette méthodologie, on dit souvent c'est business-like investing, c'est simplement cette idée de dire qu'on considère l'achat d'une action comme une prise de participation à long terme dans une entreprise. Donc, clairement, ce que ça veut dire, c'est un long terme. Ça veut dire aussi qu'on ne fait pas n'essaye pas de faire du market timing, etc. On essaye de trouver des entreprises de qualité et de ne pas payer trop cher. Et entreprises de qualité, pour nous, ça veut dire des entreprises qui ont quelque chose qui leur permette de se démarquer de leurs concurrents, donc un avantage compétitif. En ayant cet avantage compétitif, elles échappent un peu aux lois de la concurrence, donc elles sont capables d'avoir des marges plus élevées, une rentabilité plus élevée, générer plus de cash flow, s'autofinancer, donc moins de dettes, bilan plus solide, cercle vertueux. Et donc en même temps, donc on essaye de ne pas payer trop cher pour ces entreprises. Et donc, et ça c'est le tableau après, ça nous amène à avoir des biais sectoriels très importants dans nos fonds actions et dans nos portefeuilles actions en général. Donc à droite, vous avez les secteurs qui sont généralement pas représentés dans nos fonds, soit parce que dans ces secteurs, on a du mal à trouver le genre d'entreprise de qualité disposant d'avantages compétitifs que l'on cherche, soit, et c'est le cas des banques et des assurances, parce qu'on ne sait tout simplement pas valoriser ces sociétés. Et à gauche, vous avez les secteurs qui sont typiquement représentés dans nos fonds. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment toujours savoir lorsque on regarde les portefeuilles ou les fonds actions de BALI, parce que ça vaut pour tous nos fonds, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie. Les grandes capitalisations, les petites capitalisations, ces billets sectoriels, vous les retrouvez typiquement chez nous. Donc ça, c'est quelques idées générales. Le tableau après prend l'allocation d'actifs maintenant à l'heure actuelle. Donc, je l'ai dit, donc c'est les principales classes d'actifs que j'utilise dans le fond, c'est les actions, les obligations, l'or et bien sûr les liquidités. Le fonds flexible, donc théoriquement, les pondérations de ces différentes classes d'actifs sont très flexibles. Ce que je dis souvent quand même ces derniers temps, et c'est bien sûr dû aux conditions de marché, il y a un certain biais action. Donc, il faut plutôt s'attendre à avoir donc les actions entre 40 et 90%, voire même, et ça fait un moment qu'on tourne plutôt autour des 60 à 70%. Fin septembre, on était, pardon, des 60 à 80%. Fin septembre, donc on est à 70% au niveau des obligations et bien sûr, clairement, avec euh, ce que je disais tout à l'heure, avec uniquement des entreprises de qualité euh, et avec ayant ces avantages compétitifs, etc. Les obligations, pour l'instant, les obligations, je disais tout à l'heure, les obligations peuvent être risk-on, risk-off. C'est lorsqu'on achète des emprunts d'État ou, par exemple des obligations en pays émergents. Pour l'instant, les obligations dans le fonds, je les utilise uniquement dans une idée risk-off, ce qui veut dire que je n'ai que des emprunts d'État et plus spécifiquement que je n'ai que des emprunts d'État américains et encore plus spécifiquement que des emprunts d'État américains à très longue duration. Pourquoi à très longue duration? Parce que déjà, la pondération, le poids que je m'autorise pour l'instant pour ces obligations, étant donné que les taux sont tellement bas, je ne veux pas avoir une partie trop importante de mon portefeuille investi en obligations. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette fourchette 5 à 15%. Par contre, j'aimerais que lorsque j'ai besoin de ces obligations pour, dans le cas, par exemple, d'une chute des actions, j'aimerais qu'elles puissent quand même faire un peu la différence. Donc, dit différemment, si j'ai 10 ou 15% dans des bunds avec une échéance de 2 ans, bah, ça ne va pas vraiment, le cours de ces bunds ne va pas beaucoup monter, même s'il y a une chute des actions. Par contre, s'il y a une chute des actions et que le taux à 30 ans, comme c'était le cas par exemple l'année dernière ou même en 2018, lorsque les actions ont baissé, baissent de 3 ou de 2,5 à 1,5 ou à 1 ou en dessous de 1, bien sûr, sur le cours d'une obligation à 30 ans, ça fait quand même une sacrée différence. C'est pour ça que donc, le principe pour les obligations, c'est un pourcentage relativement faible, mais effet de levier à travers cette idée d'acheter des obligations à 30 ans. Pour l'or, c'est un peu la même idée. Donc, un
pourcentage pas trop important dans l'or, parce que l'or est quand même volatile, mais un effet de levier. Et ici, l'effet de levier, je l'obtiens en achetant des entreprises aurifères plutôt que de l'or papier. Et on sait que les entreprises aurifères amplifient les mouvements du cours de l'or. Donc, à nouveau, c'est cette idée d'un effet de levier. Et donc, effectivement, les métaux précieux, on pourrait dire, oui, mais alors c'est aussi des actions, il faudrait les ajouter aux actions. La raison pourquoi je ne les ajoute pas, parce que si vous voyez à fin septembre, donc on est à un peu plus de 13% actions aurifères, mais ces actions sont quelque part censées être une couverture contre le risque des 70% qu'on a en actions traditionnelles. Donc, ça ne fait pas de sens de les additionner et de dire oui, on a 83% d'actions, même si, bien sûr, techniquement, c'est effectivement ça. Donc, ça, c'est l'idée générale qu'on essaye d'avoir sur le fond. Aujourd'hui, peut-être aussi pour les actions, c'est que c'est à nouveau cette idée de dire dans les actions, il ne faut pas les voir comme une classe d'actifs homogènes, mais vraiment regarder, il y a clairement des choses plus risquantes et clairement des choses plus risquantes. Aujourd'hui, la partie action on pourrait la classer en trois catégories. Donc, les actions que j'ai en portefeuille, il y a la première catégorie que j'appelle la croissance séculaire, donc des entreprises a priori disposant de perspectives de croissance encore relativement favorables, avec une certaine visibilité sur leur croissance, un peu les LVMH, les Microsoft, etc. C'est clairement, et c'était clairement les principaux bénéficiaires d'un environnement de taux bas. Parce que lorsque vous avez des taux bas, les bénéfices futurs sont actualisés à un taux d'intérêt faible et donc sont importants dans la valeur actuelle de l'entreprise. Donc, de ce point de vue, c'est clairement les grands bénéficiaires, mais comme c'était les grands bénéficiaires, leur revalorisation est aussi devenue relativement élevée. C'est pourquoi, en fait, cette partie-là, ces derniers temps, je l'ai plutôt réduite. À l'autre extrême, vous avez à la rigueur quelque part les bond proxies, c'est des sociétés bien sûr à nouveau des actions. Pourquoi bond proxies? Parce que justement, elles remplissent un peu la caractéristique que les obligations remplissaient par le passé, c'est de donner des revenus récurrents. Par le passé, c'était les obligations via leur coupon. Comme le coupon a pratiquement disparu, ici c'est plutôt donc des entreprises plutôt défensives, relativement peu sensibles à la conjoncture mondiale, avec des dividendes attrayants et surtout des dividendes stables, respectivement en hausse régulière. Donc typiquement, c'est des sociétés comme Nestlé, et qu'on peut voir un peu comme une alternative aux obligations aujourd'hui, clairement en sachant que c'est bien sûr des actions. Et entre les deux, donc, il y a des sociétés, à nouveau, sociétés de qualité, parce qu'on estime que toutes les sociétés qu'on a dans nos portefeuilles sont des sociétés de qualité, donc définies comme ayant des sociétés ayant des avantages compétitifs, mais ici, c'est des sociétés qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas tellement participé à la forte hausse des marchés sur les 2 dernières années, soit parce qu'elle avait un problème à court terme, parce que tout simplement le marché, d'une manière ou d'une autre, ne les recherchait pas. Et donc, bien sûr, l'avantage de ces sociétés-là, c'est que leur valorisation relative aujourd'hui est attrayante. Et donc, ce que cette année, ce que j'ai plutôt fait, c'est à partir notamment du deuxième trimestre, j'ai plutôt réduit les entreprises cycliques parce que je partais de l'hypothèse qu'une grosse partie de l'accélération de la conjoncture était déjà escomptée dans les cours, sachant que les cours avaient fortement monté, au détriment donc des sociétés moins cycliques, et de l'autre côté, plus concrètement sur ces trois catégories-là, de diminuer un peu la première catégorie au profit des deux autres. Ce qui a également fait que sur au niveau de la partie régionale, donc le côté Asie a augmenté au détriment du côté américain. On le verra après lorsqu'on voit l'allocation régionale. Donc le prochain graphique, c'est simplement l'allocation sectorielle du fonds. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des secteurs, il y a des billets sectoriels relativement forts. Donc en noir, vous avez l'indice, en beige, vous avez le fonds. Donc vous voyez par exemple qu'on n'a rien en finance, on n'a rien en utilities, etc. Et de l'autre côté, bien sûr, la consommation, entre autres, qui est plutôt surpondérée. Ici, donc, vous avez l'allocation régionale pour les différentes classes d'actifs. Donc, en beige, c'est les actions. En noir, c'est l'or qui, bien sûr, essentiellement en Amérique du Nord.
et le gris, c'est les obligations. Donc, je disais tout à l'heure, je n'ai que des emprunts d'État américains, donc c'est dans la partie Amérique du Nord. Et donc, effectivement, ce qui est peut-être par rapport à un indice action mondial comme l'MSCI World, inhabituel, c'est que normalement, dans cet MSCI World, les États-Unis représentent plus de la moitié de l'indice. Ben, dans mon portefeuille, ce n'est pas nécessairement le cas, et au contraire, l'Asie, Japon inclus, représente environ 27% de portefeuille, avec donc d'un côté plus ou moins réparti à part égale, un peu moins pour le Japon, un peu plus pour le reste de l'Asie. Donc ça c'est inhabituel, mais c'est dû bon, déjà au biais sectoriel. Donc je parlais des secteurs dans lesquels on est surtout investi, et bien sûr parmi ces secteurs, il y a la technologie, et donc lorsqu'on est très favorable sur la technologie, automatiquement, comme la technologie, c'est souvent les États-Unis, donc le poids des États-Unis augmente. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas tellement le cas, on est un peu plus prudent sur la technologie, notamment la technologie américaine, et donc de ce point de vue, le poids des États-Unis baisse, alors que dans les autres secteurs, ben, il y a souvent des entreprises européennes ou voire même asiatiques qu'on privilégie aux sociétés américaines. Peut-être un ou deux slides ou trois slides pour expliquer le Japon. Bon, parce que le Japon, donc, clairement, qui a fortement sous-performé les autres marchés, clairement depuis son plus haut à la fin des années 80, mais à nouveau aussi récemment cette année-ci, mais aussi depuis finalement 3 ans, plus ou moins, le marché japonais sous-performe. Donc ça, c'est une première constatation. La deuxième, c'est le graphique après. Donc, à cause de cette sous-performance qui n'est pas due à une évolution plus mauvaise des bénéfices. Au contraire, les bénéfices des sociétés japonaises se sont bien développés. Qui dit bonne évolution des bénéfices, mais sous-performance, veut dire que le marché japonais, en termes de valorisation, est aujourd'hui très intéressant, surtout en termes de valorisation relative. Et le dernier point, donc, je parlais justement des bénéfices. Le problème du Japon, c'était par le passé souvent que les sociétés japonaises n'étaient pas extrêmement rentables. Autant le principe du shareholder value a été poussé à l'extrême aux États-Unis, autant au Japon, c'était l'autre extrême. Et ça, c'était en train de changer. Et donc, vous voyez que les marges des sociétés japonaises structurellement montent et que l'écart avec le reste du monde a tendance à diminuer. Et effectivement, avant la pandémie, les bénéfices des sociétés japonaises avaient atteint un niveau historique. Cette année aussi, la croissance des bénéfices au Japon n'est pas inférieure à celle aux États-Unis. Malgré cela, le marché sous-performe. C'est un marché. Les raisons, c'est peut-être parce que cette année plus domestique est liée à la pandémie. Donc, Japon, l'ouverture du Japon était moins importante que dans les autres pays. Et donc, de ce point de vue, c'est peut-être quelque chose qui a pesé sur le marché. Mais encore une fois, c'est un marché que, pour des raisons structurelles, on a tendance à fortement apprécier. Pour les autres marchés asiatiques, donc, je n'ai pas vraiment beaucoup de prix de graphiques, c'est aussi une question de valorisation. Vous le voyez ici un peu, donc aujourd'hui, c'est simplement la prime qu'offrent les pays émergents, mais c'est souvent les pays asiatiques, en termes de rendement du dividende par rapport aux autres marchés. Et vous voyez que cette prime est à des niveaux historiquement élevés. C'est finalement une autre façon de dire que la valorisation des pays asiatiques, des pays émergents aujourd'hui est relativement intéressante. Et le tableau après, c'est simplement, je parlais tout à l'heure de bond proxies. Ici, vous avez donc justement cette idée de dire, si quelqu'un cherche un rendement récurrent, j'ai comparé Nestlé à l'emprunt d'État français à 10 ans. Nestlé part avec un rendement du dividende déjà nettement plus élevé que le coupon. Le dividende de Nestlé croît alors que c'est évidemment pas le cas d'un coupon, etc., etc. C'est un peu pour illustrer cette idée. Nestlé, d'ailleurs, qui ce matin a annoncé d'excellents résultats. Donc ça, c'est un peu le côté action. Donc ce qu'il faut retenir, c'est déjà au niveau de la méthodologie, vraiment ce focus mis sur la qualité, et au niveau peut-être plus concrètement à l'heure actuelle, donc c'est que au cours de l'année, donc la partie cyclique a plutôt été réduite au profit de la partie plus défensive, et la partie croissance séculaire plutôt au profit de ces deux autres catégories, ce qui a entraîné au niveau des régions peut-être une augmentation de l'Asie.
Et donc, d'une manière générale, quand je parlais dans mon allocation de risk-on, risk-off, la partie attaque qui a été réduite au profit de au profit de la partie défense, même si l'allocation totale en action n'a pas tellement changé. Les obligations, donc je l'ai déjà dit, donc les obligations, voilà leur rôle, donc c'est effectivement d'aider dans les phases de risk-off. Le graphique après montre simplement justement le rendement, le taux à 30 ans américain, oui, 30 ans américain. Ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que au cours des dernières années, pour différentes raisons, j'étais arrivé pour moi à une sorte de conclusion que le fair value, niveau correct pour le taux à 30 ans américain, c'était 3%. Et donc, lorsque les taux montaient et dépassaient les 3%, j'avais plutôt tendance à acheter et aller vers les 15%. Et lorsque les taux étaient en dessous des 3%, j'avais tendance à vendre et aller vers les 5%. Donc, d'agir finalement de manière contrarian, contre-cyclique. Et effectivement, pendant longtemps, ça a très bien fonctionné jusqu'à ce qu'en 2019 et surtout l'année dernière, bah, justement, les taux descendent et ont franchi le plancher, et donc finalement se sont inscrits à des niveaux beaucoup plus faibles. L'année dernière, lorsque le taux a 30 ans, à un moment donné, il était même passé brièvement en dessous d'1%. J'avais vendu toutes les obligations, donc j'étais même plus dans ma fourchette 5 à 15, mais j'étais à zéro. Maintenant, avec la remontée des taux qu'on a constatée depuis lors, j'ai à nouveau racheté un peu, mais je ne suis qu'à 5-6% en obligations. Parce que pour l'instant, je pense quand même que les taux sont très faibles et que je pourrais m'imaginer que bah, les taux pourraient encore monter un peu. Donc, pas de précipitation, mais l'idée clairement, c'est de dire lorsque les taux montent, les cours baissent, je rachète. Lorsque les taux baissent, les cours montent, je vends. Donc, c'est vraiment géré de manière anticyclique. Pour l'or, et la raison pourquoi l'or, c'est une valeur refuge ultime. Euh, Traditionnellement, l'or est fortement corrélé au taux réel, donc les taux d'intérêt ajustés pour l'inflation, ce qui est logique puisque l'or n'offre pas de rendement. Plus les taux réels sont négatifs, plus c'est bon pour l'or, plus les taux montent, plus c'est mauvais pour l'or. Je pense, notre hypothèse de travail du moins reste qu'on est durablement dans un environnement de taux réels négatifs et donc c'est a priori très positif pour l'or. Même si l'or cette année-ci n'a pas tellement monté, et souvent on me dit, mais les taux sont, comme l'inflation a monté, l'or est censé être un refuge par rapport à l'inflation. Les taux réels ont encore une fois baissé cette année. Pourquoi l'or ne monte pas? Bon, il faut déjà le relativiser un peu. L'or avait beaucoup monté l'année dernière et l'année d'avant, donc sur les 2 ans avait presque monté de 40%. Donc peut-être c'est une phase de consolidation. Donc de ce point de vue, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. Et récemment, effectivement, les taux ont un peu remonté et surtout au niveau des matières premières ou métaux précieux, les investisseurs s'intéressent plutôt à d'autres matières premières à l'heure actuelle où il y a beaucoup plus d'histoires autour, comme à commencer par le pétrole. Mais donc, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. Donc, le graphique après, vous avez cette corrélation entre l'or et les taux réels. Donc, vous avez en rouge l'or, c'est l'échelle de gauche. Vous avez en bleu les taux réels, c'est l'échelle de droite, mais inversée. Donc, lorsque le bleu monte, c'est que les taux réels deviennent de plus en plus négatifs. Vous voyez la corrélation clairement, et je l'ai souvent dit. Donc, le scénario négatif pour l'or, c'est que vraiment on aille dans une direction où les banques centrales maintenant commencent à resserrer leur politique monétaire, où les taux longs commencent à fortement monter. Alors effectivement, le scénario sur l'or serait peut-être moins valable, mais je ne pense pas nécessairement que c'est quelque chose qu'on va observer. Je l'ai dit tout à l'heure, or c'est plutôt des entreprises orifères. Là, il faut constater depuis un certain temps la forte sous-performance des entreprises orifères par rapport à l'or. Donc, vous avez depuis 2011 donc le cours de l'or, donc qui avait atteint un niveau élevé en septembre 2011 pour ensuite baisser, pour ensuite à nouveau remonter. Et vous avez les entreprises orifères donc qui ont fortement sous-performé. Et ça, c'est étonnant en ce sens que les entreprises orifères, c'est un secteur très difficile qui, par le passé, a fait beaucoup de bêtises. Donc, ce que les entreprises orifères ont généralement fait, c'est qu'elles ont agi de manière complètement procyclique. C'est-à-dire, lorsque le prix de l'or était élevé, elles ont fortement augmenté leurs dépenses d'exploration. Elles ont acheté des concurrents avec des multiples très élevés.
et lorsque le cours de l'or baissait par la suite, ces acquisitions ou ces investissements n'étaient plus rentables. Et ce qu'il y a cette fois-ci, c'est que justement ce n'est pas le cas, c'est que les entreprises font preuve d'une très grande discipline pour l'instant au niveau de l'allocation de leur capital. Le graphique après le montre, donc vous avez d'un côté, donc là vous avez donc en beige le cours de l'or et en bleu les dépenses d'exploration des entreprises aurifères. Et donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, donc le côté cyclique, les deux montaient ensemble. Et vous voyez ce qui se passe cette fois-ci, c'est que l'or a monté, mais les dépenses d'exploration n'ont pas monté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces entreprises génèrent beaucoup de cash flow, que l'or soit à 1800, 2000 ou 1600, ça ne change pas tellement la donne. Donc, la génération de free cash flow est élevée. Elles ont tendance partiellement à rendre ce cash flow aux actionnaires en rachetant leurs titres, en augmentant leurs dividendes. Société comme Newmont Mining aujourd'hui a un rendement de dividendes de plus de 4%, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout honoré par le marché. Ce qui m'amène à cette idée de dire que finalement, aujourd'hui, les entreprises aurifères constituent une option bon marché sur le cours de l'or, une option bien sûr volatile. Donc, il faut accepter cette volatilité. Moi, en tout cas, j'ai pris la décision de l'accepter parce que je pense qu'à moyen terme et à long terme, ça vaut la peine. Mais il faut bien sûr, comme le mois de septembre a par exemple montré que les entreprises aurifères sont volatiles et alors que l'or n'a pas tellement baissé, la performance du secteur a été relativement faible en septembre. Et c'est des entreprises qui sont très rentables au cours actuel de l'or. Maintenant, il faut être très sélectif. Donc déjà, mon portefeuille, à nouveau, c'est un peu cette idée attaque-défense. Et il est réparti entre les producteurs qui sont plutôt le côté attaque, comme Newmont ou Agnico Eagle, et les sociétés qu'on appelle en anglais les sociétés de royalties, qui sont des sociétés beaucoup plus défensives, qui financent des projets spécifiques des producteurs, mais qui ne sont pas des producteurs eux-mêmes. Donc c'est un modèle d'entreprise beaucoup plus rentable et plus stable. Et donc, effectivement, grande sélectivité pour les producteurs aussi, parce qu'effectivement, par le passé, beaucoup de ces sociétés ont plutôt détruit que créé de la valeur pour leurs actionnaires. Et donc, effectivement, il faut être attentif au track record de l'équipe de direction. Où est-ce que se situent les réserves? Est-ce que c'est plutôt en Amérique du Nord ou dans des pays géopolitiquement beaucoup plus risqués, etc. Donc, c'est ce genre de choses. Et à nouveau, la tactique, c'est clairement d'agir de manière à contre-courant, c'est-à-dire que l'or est fort, que les cours de ces entreprises augmentent, j'ai plutôt tendance à réduire, et lorsque l'or est faible et que leur cours baisse, j'ai tendance à racheter. Donc ça, c'est un peu l'idée sur l'or. Et finalement, le slide après, c'est simplement l'allocation devise du fonds. Donc, de toute façon, on n'estime pas être des experts sur les monnaies. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas vraiment des buts très concrets sur les monnaies, c'est simplement l'idée, si on couvre partiellement le dollar, c'est surtout pour augmenter le poids de l'euro dans le fonds. Parce que le fonds, en fin de compte, est quand même exprimé, la performance est exprimée en euros. On n'a pas tellement d'investissement en euros, donc on aimerait quand même avoir au moins une trentaine de pourcents en euros, et c'est pour ça qu'on couvre partiellement le dollar, qui de toute façon aujourd'hui est à des niveaux relativement hauts. Le coût de la couverture a à nouveau diminué puisque les Américains ont passé leur taux l'année dernière. Donc de ce point de vue, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange outre mesure. Et donc pour conclure mes deux derniers slides, donc je reviens à cette idée de dire, bah, ça c'est l'allocation d'actifs classique entre actions, obligations, entreprises aurifères et cash. Mais de l'autre côté, ça c'est plutôt l'allocation d'actifs qui pour moi fait plus de sens, donc, où on dit, OK, les actions, il faut quand même un peu faire la différence entre ce qui constitue plutôt des actions qu'on pourrait mettre dans la partie risk-on et des actions plutôt risk-off, etc. C'est bien sûr beaucoup plus subjectif, mais à mon avis, ça correspond plus à la réalité parce que j'ai constaté que dans des phases de baisse des marchés, mon fonds avec 70% pouvait s'avérer moins risqué qu'un fonds qui n'en a que 30, mais peut-être des actions beaucoup plus risquées. Et mon fonds peut s'avérer plus risqué qu'un fonds qui peut en avoir jusqu'à 90, mais peut-être des actions encore plus défensives. Donc pour moi, simplement regarder l'allocation action, simplement pour juger le degré de risque d'un fonds, encore une fois, fait de moins en moins de sens. L'allocation d'actifs, depuis le début de l'année, n'a pas tellement varié, mais à l'intérieur de ces 70%, ben, il y a quand même des choses qui se sont passées. Et encore une fois, ces derniers temps, c'était plutôt un switch de l'attaque plutôt vers la partie défense.
Voilà, ça clôture plus ou moins ma présentation. Donc, au niveau de la performance cette année, bon, entre-temps, on est quand même à nouveau, je pense, vers les 9%. Donc, clairement, septembre n'a pas été extrêmement favorable avec la remontée des taux qui a pesé finalement aussi bien sur les actions que sur les obligations que sur l'or. Mais depuis le début de l'année, finalement, bah, le côté positif, les actions ont contribué de manière positive, même les obligations ont contribué de manière positive. Le change a été positif. Le seul côté négatif, c'était effectivement les entreprises aurifères qui ont légèrement pesé sur la performance. Je vais m'arrêter là et je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Guy. Donc, nous pouvons laisser place aux questions. Pour le moment, je n'en vois pas, hormis quelqu'un qui demande si la présentation sera disponible. Donc, comme je disais en introduction, on va communiquer un peu après la présentation un résumé de celle-ci, que ce soit en français et en anglais, et il vous sera envoyé. Donc ça, c'est pour répondre à cette question plutôt pratique. Je ne vois pas de questions concernant la présentation de Guy. N'hésitez pas, il est encore temps pour avoir une réponse en direct de la part de Guy. Si des questions vous venaient à posteriori, vous pouvez évidemment toujours contacter votre contact commercial qui fera suivre et nous vous enverrons alors une réponse par mail. Donc, je ne vois toujours pas de questions arrivées sur le chat. Okay. Je pense que nous allons pouvoir conclure ici. Je tenais à remercier tout d'abord Guy pour le temps qu'il a passé à nous partager ses vues sur les marchés et la manière dont il met en œuvre tout ça dans son fonds. Un grand merci également à tous d'avoir assisté à cette présentation. Je vous souhaite à tous une excellente midi, presque fin de semaine, on peut commencer à le dire. Et un grand merci à tous et une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.